OK. Bonjour tout le C'est démarré. monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la formation qui a comme titre de l'espace maker au labo créatif pour réaliser des projets entrepreneuriaux intercurriculaires. Et je souhaite aussi la bienvenue à notre formatrice Martine Bazinet. Quelques petites consignes de base avant de débuter le tout. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Pendant cette formation, vous allez remarquer que vous avez accès à votre micro et à la boîte de clavardage. On vous invite à utiliser tout pour poser vos questions ou encore pour émettre vos commentaires. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation. Les consignes sont dites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente formation. Et Martine, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, merci d'être ici avec nous et je suis contente de pouvoir vous adresser la parole et de jaser de l'espace maker au labo créatif pour réaliser des projets entrepreneuriaux intercurriculaires. Donc, vous allez voir le code QR pour accéder à la présentation. Je vous invite à vous en créer une copie pour ensuite pouvoir y travailler à l'intérieur ou changer comme le bon vous semble. Reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus sous le nom de Oneontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, bonjour, juste une petite présentation. Donc, je me nomme Martine Bazinet, je suis enseignante titulaire d'une classe double de 5e et 6e année. Ça fait présentement, je termine ma 19e année d'expérience. J'ai aussi eu la chance d'être conseillère pédagogique où je me suis spécialisée en évaluation. Donc, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de pouvoir vous parler un peu plus d'évaluation de projets intercurriculaires. Je suis passionnée de trouver des nouvelles stratégies afin d'amalgamer la pédagogie entrepreneuriale, la technologie, le respect envers l'environnement, la collaboration et la créativité à travers de projets innovateurs. Donc, encore là, pour les premières pages, vous allez trouver le code QR pour y accéder à ma présentation, pour vous en faire une copie. Donnez quelques instants pour vous créer une copie, puis après ça, on va poursuivre. Je vous invite également à aller remplir le formulaire de présence que vous allez trouver en lien ici. Notre résultat d'apprentissage aujourd'hui, alors, on prend le temps de pouvoir comprendre la distinction entre un espace maker et un labo créatif qui se ressemblent beaucoup, mais il y a quand même quelques petites différences. Puis, comment on va l'utiliser pour planifier un projet entrepreneurial, intercurriculaire, inspiré des intérêts des élèves. Alors, je veux dire bonjour à Anne-Marie. Si tu veux juste me partager peut-être dans où tu te situes, si tu es une enseignante d'une salle de classe, quelle année et tout ça, parce qu'on peut peut-être se concentrer sur ces années-là, si tu veux bien. Bonjour, je suis vraiment prête à t'écouter. Okay. Donc, je suis venue juste pour t'écouter. Mais voilà. Ben, c'est correct.
C'est correct, c'est pour ça. C'est pour ça, puis en même temps, on enregistre, puis tout ça. Alors, ça me fait plaisir de partager. Si j'ai des questions, je ne vais pas me gêner, t'inquiète pas. Parfait, parfait. Merci. On va aller de l'avant d'abord. Merci. Alors là, juste pour commencer, je trouvais ça intéressant de pouvoir juste partager quelques images parce que des fois, ça donne un peu le pouls de quel genre de projet que je demande à mes élèves de faire. À la droite, en haut à la droite, on voit une image du labo créatif qui est une toute nouvelle à notre école cette année, puis je vais en parler davantage. Ensuite, on voit un pont qui a été construit par une de mes anciennes élèves et une maison qui a été construite cette année. Fait que ces projets-là, on va en reparler à mesure que la présentation va avancer. Alors, juste pour parler un peu de la tâche du matin, tout de suite commencer avec une tâche qui est courte, mais dans laquelle on peut faire beaucoup de liens. Alors, je veux enlever aussi l'idée que un projet entrepreneurial interculaire, c'est l'idée d'avoir un méga gros projet. Ça n'a pas besoin d'être un gros projet. Ça peut être dans les simples tâches de quotidienne qu'on fait, qu'on peut aller faire plusieurs liens avec nos curriculums. Par exemple, moi, dans ma classe, le mercredi matin, j'appelle ça le matin de créativité. C'est où que la chance de travailler la créativité chez les élèves, de penser d'une façon unique, en dehors de la boîte, puis ensuite de partager à la classe. Et à travers de ça, comme on va en parler un petit peu, on peut aller toucher plusieurs curriculums puis travailler différentes stratégies. Alors, par exemple, la routine du matin, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, dépendant du pouls de ta classe. Je demande à mes élèves, en entrant le matin, de faire un dessin qui représente, par exemple, une figure de style. Alors, pour l'idée d'aujourd'hui, on va prendre la figure de style, l'expression suivante, prendre le taureau par les cornes. Alors, les élèves auraient cette figure de style-là affichée au tableau. Sur une feuille blanche, on demande aux élèves, qu'est-ce que ça peut être pour toi, prendre le taureau par les cornes? Alors, on retourne sur les critères. J'aimerais ça voir de la créativité, être unique, célébrer de c'est bien d'être unique. On veut se démarquer, on veut sortir de la boîte. Ensuite, je vais encourager d'utiliser, par exemple, des techniques d'art visuel qu'on a peut-être vues la semaine dernière, que j'aimerais ça peut-être qu'ils mettent en pratique. Par exemple, l'utilisation de l'espace. Et c'est bel et bien, tu dois représenter l'expression qui est donnée. Alors, les élèves ont des minutes pour faire ça entre eux. C'est le fun de les voir parce qu'entre eux, ils vont se regarder, ils vont jaser, puis c'est correct parce qu'on encourage la collaboration aussi. Tu en as toujours que peut-être qu'ils n'ont pas d'idées, mais en regardant les autres faire, peut-être ils vont aller chercher des idées. Alors, ça, c'est un exemple d'un élève qui a fait exactement son matin de créativité, prendre le taureau par les cornes. Alors, en études sociales, tout de suite, tu vois l'élève qui est en train de faire des liens avec ce qu'il a appris en classe la semaine dernière. Alors, Ulysse, ici, il parle, puis il dit « Je vais prendre le taureau par les cornes ». Adore. Sous, il va écrire « Qui va à la guerre de Troie ». Alors, là, moi, je m'arrête, puis là, je me dis « OK, alors qu'est-ce que je vais pouvoir observer à travers de tout ça? » Premièrement, c'est certain, les figures de style qu'on voit en lecture et en écriture. Alors là, on fait appel à l'élève de les mettre en application. Et la communication orale, parce que bel et bien, quand ils vont avoir fini leur dessin, ils vont être invités à le présenter devant la classe. Alors, c'est vraiment une invitation et on n'impose pas, on encourage l'élève de prendre une bonne position en salle de classe. Donc là, moi, au préalable, j'aurais enseigné à l'élève c'est quoi les bonnes stratégies de prise de parole et les élèves qui écoutent à leur tour le respect de la personne qui parle. Alors là, quand on fait ça à chaque semaine, bien, ils ont beaucoup de pratiques à chaque semaine. Alors, à plusieurs reprises, on pourrait prendre ces activités-là et en faire une évaluation aussi, puis donner de la rétroaction à l'élève. As-tu utilisé le bon vocabulaire? Est-ce que tu as fait des phrases complètes? Est-ce que les stratégies d'écoute ont été respectées pour le public qui écoute? Mais il y a aussi les arts visuels, comme j'avais parlé, parce que là, est-ce que l'élève se prend en main, démontre l'entrepreneuriat par lui-même et dit « Ah, je vais appliquer les techniques que l'enseignante m'a apprises la semaine dernière. » Et lorsqu'il présente, il n'y a rien qui l'empêche d'utiliser la bonne
technologie. Par exemple, si il a utilisé du frottage, il pourrait utiliser, madame, j'ai utilisé la technique du frottage pour faire l'eau, etc. Et les matières secondaires et leur vécu. Alors, les élèves font leur propre lien avec la matière enseignée parce que c'est le fun, parce qu'à travers leur dessin, on voit qu'ils reprennent ce qui ont été enseigné. Par exemple, ici, ça va être un lien avec l'étude sociale, les anciennes civilisations. Souvent, je vois des liens avec la science qui a été enseignée. Ils le reprennent et ils s'inspirent de ces idées-là qui deviennent vraiment leur vécu. Et tout au long de l'activité, on a les fameux HH qui doivent être aussi observés, modelés, travaillés, évalués. Alors, la bonne utilisation du français oral, l'autonomie, est-ce que l'élève est capable de faire ses propres décisions, prendre des propres idées, ou est-ce qu'il est en manque d'idées et il fige? L'organisation du temps, parce qu'ils ont 5 minutes, donc là, l'élève doit s'autogérer. OK, il me reste telle seconde, je dois me dépêcher pour pouvoir finir la tâche. Là, le sens d'initiative, est-ce qu'il va aller de l'avant, puis ensuite utiliser ce qui a été enseigné en classe pour ensuite appliquer ce qu'il a appris? L'autorégulation, c'est sûr que si on vit des petites frustrations chez l'élève, c'est un bon temps de le travailler. L'élève aussi, parce que ce n'est pas toujours évident. On les met sur une minuterie. Ça crée peut-être un petit stress parce qu'ils n'auront pas fini la tâche et c'est là qu'on peut renforcer, dire peut-être la tâche n'a pas besoin d'être terminée pour quand même la présenter. Alors, à travers d'une simple tâche du matin de façon quotidienne, on peut aller déjà toucher, j'en ai nommé 4, faire des liens avec nos fameux curriculums. Ce qui m'amène à parler de notre espace maker. Alors, pour moi, un espace maker, j'en ai créé un dans ma salle de classe. Alors, c'est un endroit dans la salle de classe que je garde pour accumuler du matériel, genre comme un petit studio d'or où on va accumuler plusieurs matériaux autour qu'on va donner la chance à l'élève de s'en servir de façon appropriée pour créer leur projet, pour créer leurs travaux, leur produit final qu'ils aimeraient sans exiger certains matériels qui doivent être utilisés. Alors, c'est des projets avec des critères précis. Lorsqu'on donne le choix à l'élève, c'est que ce n'est pas nous qui va sortir le matériel pré-choisi, puis on dit, OK, tout le monde utilise le même matériel. C'est qu'ils ont accès à l'espace maker pour ensuite faire un choix de matériel, pour ensuite se questionner et faire un choix, travailler l'habileté de la pensée, pouvoir justifier leur choix de matériaux qu'ils vont utiliser, le pourquoi, et est-ce que ça va aider à rejoindre les critères. Alors, j'ai une petite vidéo que j'aimerais vous partager d'une ancienne élève qui explique un peu c'est quoi un espace maker et un visuel vaut 1000 mots. Donc, on voit un peu qu'est-ce que les étagères. On a un gros makerspace, comme vous le voyez, rempli de bacs pleins, puis on réutilise toutes les choses encore bonnes dans nos bricolages. On n'amène jamais nos choses à la maison, à part si c'est du carton. Alors là, vous voyez, Chloé, dans la vidéo, il y a des étagères avec des bacs de plastique, puis on essaie de catégoriser le matériel qu'on a. Le matériel qu'on a ici, je vous en fais part, un partage. C'est une liste de tout le matériel qu'on retrouvait dans mon espace maker. Alors, on peut avoir comme différentes grosseurs d'élastique, des pompes à ballon, des épingles de bois, des œufs en plastique, de l'argile, des trombones. Alors, c'est du matériel qu'on retrouve à l'école. En deuxième, on a aussi du matériel qui a été donné comme un don. On fait appel aux familles de la communauté s'ils ont plusieurs matériaux à nous remettre. Et là, à travers les projets qui entendent qu'on fait, on a plusieurs courriels qui viennent, puis « Oh, est-ce que vous pourriez utiliser des crayons qu'on n'utilise plus, des cure-pipes, des boîtes à chaussures? » Alors, nous, on va tout prendre, puis l'élève va m'aider en retour. Pour l'entrepreneur, ils vont s'entreprendre, puis ils vont me questionner
Et moi, je leur questionne à leur tour comment on va classer notre matériel, comment on va le catégoriser. Alors, la façon qui a été catégorisé l'espace n'est pas de moi, mais plutôt de l'élève, pour qu'ensuite l'élève puisse s'entreprendre et retourner que quand il a fini son projet, le matériel va retourner dans les bacs et il va savoir exactement où vont le matériel parce qu'il a choisi en premier où qu'on va placer le matériel. S'il y a un nouveau matériel qui arrive, on a des roues Lego qu'on a été données en don. Madame, on n'a plus de place pour ces roues-là. On va créer un nouveau bac ou peut-être on pourra jumeler des bacs ensemble. Et on fait la décision toujours avec l'élève pour que l'élève sent que cet espace-là est vraiment fait pour lui, pour pouvoir encourager ses idées de projet et qui connaissent le matériel qui est disponible à eux. Et tout projet... Martine, oui. J'ai une question, excuse-moi. Vas-y donc. Quand tu dis là, que l'élève va être au courant de où se trouve le matériel, Oui. l'élève, est-ce qu'on le présente à l'ensemble de la classe aussi? Quand tu dis l'élève, c'est la classe ou c'est juste un élève, là? L'élève, c'est l'ensemble de la classe. Ça va se faire comme en début d'année scolaire, lorsqu'on présente notre salle de classe comme telle. Ah oui. Là, je vais présenter à l'élève l'espace maker et sans le présenter puis expliquer bac par bac, je leur demande, bien, va fouiller, va regarder, regarde dans les bacs, va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est sûr et certain que ces bacs-là ont été faits par les élèves de l'année précédente. Donc, peut-être que l'élève en question va dire, ben pourquoi ces choses-là ont été placées ensemble? Puis là, moi, je vais dire, d'accord, est-ce que tu aurais une autre façon de les catégoriser? Puis là, ils vont proposer. Puis là, d'accord, ça me va. Parce que le but ici, c'est juste que le matériel soit organisé d'une façon qui est plus facile pour eux à se retrouver. Alors là, c'est sûr que beaucoup de chasse et trésors, comme j'appelle, ils vont découvrir qu'est-ce qui se passe dans ces bacs-là. Puis ensuite, on parle premièrement, de l'espace maker, comme que l'élève en question dans la vidéo, elle expliquait, on réutilise. Alors, c'est présenté en début d'année à l'élève, ton espace maker, c'est rempli de matériaux que peut-être qui ont été déjà utilisés, que maintenant sont recyclés, qui vont peut-être te servir dans différents projets. Puis c'est présenté à l'élève, puis ensuite présenté aux parents, la soirée des parents, dire que les projets que nous allons créer ensemble, vous n'allez pas nécessairement les rapporter à la maison. Et ça, c'est une initiative qu'on a commencée pour sensibiliser les gens à réutiliser et recycler le matériel pour ne pas gaspiller. Et maintenant, à l'école, ça se fait à la grandeur de l'école. Alors, moi, je le faisais en salle de classe avec mon espace maker et je vais vous parler comment on a agrandi ça pour l'idée entière de l'école. Alors, chaque enseignant, cette année, ont pris la même initiative. Ils ont présenté aux parents les projets. On va être très heureuse de partager des vidéos, partager des photos avec les parents les projets qui ont été faits, mais vous n'allez pas tous les recevoir à la maison. Et souvent, les projets qui sont retournés à la maison, on va les garder une semaine, puis après ça, peut-être ils vont se retrouver au recyclage, même à ça. Alors, nous, on dit, bien, l'élève va faire son projet. On va célébrer son projet qu'il a créé. Mais après, ça fait partie de la célébration que maintenant, on va le défaire, le projet. Et c'est l'élève lui-même qui défait son projet, qui va être en position de habiliter la pensée, de justifier pourquoi qu'on garderait tel matériau comparativement à un autre. Et là, ce qu'on voit chez l'élève, c'est que lorsqu'ils utilisent du carton, qu'on a peinturé, qu'on a collé avec de la colle chaude ou autre chose, ils disent, madame, ça va être plus difficile à réutiliser. D'accord, fait qu'on va recycler le carton le plus qu'on peut. Et le carton, on en a plusieurs aussi. Mais par exemple, les petits trous, les boutons que tu as collés, les plumes que tu as collées, est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait les arracher, les enlever et les réutiliser? Et là, l'élève devient maître de son projet, maître de ses actions, maître de ses choix, dire « Ah oui, fait, de son propre gré, il va défaire son projet, il va le remettre dans les bacs de la façon qu'on les classe, qu'on s'est entendu en salle de classe. » Et ça devient une pratique courante ou que l'élève ne demande plus de l'amener à la maison. C'est sûr que certains petits projets qu'on fait ou que le projet a été confectionné puis qu'on ne peut plus le réutiliser au complet, dans ce cas-là, permission, oui, tu peux l'amener à la maison parce qu'il n'y a rien à propos du projet qu'on peut réutiliser, mais c'est sûr et certain qu'on a une conversation avec l'élève.
Donc, est-ce que tu penses qu'on peut réutiliser? Puis ce que j'ai trouvé à travers de ça, c'est qu'à mesure que les journées avançaient, les élèves trouvaient des choses, soit dans leur boîte à dîner, les collations, des couvercles, des petits pots. « Hey, madame, on pourrait réutiliser ça, on pourrait le mettre dans le makerspace. » Et là, on commence à accumuler du matériau que ça vient des élèves. Alors, c'est ça qu'on aime faire parce qu'on montre aux élèves, bien, si on utilise tout le matériel, à un moment donné, on n'aura plus de matériel et ça coûte cher. Donc, l'élève devient content de pouvoir réutiliser le matériel. Alors, c'est sûr qu'avec l'espace Maker, on a du modelage à faire. On doit enseigner comment on utilise le matériel de façon efficace, sans gaspiller. Par exemple, la colle chaude, il y a tout un enseignement à utiliser la colle chaude parce que des fois, la colle chaude déborde de tous côtés. Alors, il y a une façon de leur montrer d'utiliser les outils comme qu'on a, des couteaux à carton, etc. À travers de ces projets-là, c'est une excellente occasion d'évaluer les HH. Alors, le français qui est parlé, la bonne terminologie, l'autorégulation, l'autonomie, on peut cibler certains HH en spécifique. Pour faire les projets Makerspace, les premières années d'expérience pour les enseignants qui commencent, ce n'est pas toujours évident. Parce que pour faire des projets, il faut intercurriculaire spécifiquement, il faut connaître davantage nos curriculums pour pouvoir faire ces liens-là rapidement. Mais ça se fait quand même avec la recherche, puis c'est comme ça qu'on apprend à mesure. Donc, ce qui m'a inspiré l'année passée de peut-être aller encore plus loin que juste un petit espace dans ma salle de classe, c'est lorsque j'ai eu la chance d'aller voir un congrès à Clare, au Nouveau-Brunswick, où qu'eux ont un endroit entier, 2-3 classes entiers dédiés à un espace maker, qui ont, eux, appellent ça un labo créatif. Alors, c'est un laboratoire, genre comme un garage, où il y a plusieurs stations où que l'élève est en position de pouvoir s'installer dans une petite station et non juste un coin dans la salle de classe. Alors, ces images-là viennent de ces endroits-là, juste comme inspiration pour aller pousser davantage. Alors, lorsque vous allez voir cette présentation-là, et ça pourrait être un bon moment de prendre un petit moment et parler d'un tableau de visualisation. Alors, moi, les années précédentes, j'avais un espace maker dans la classe. Et cette année, j'ai commencé à penser ça vraiment l'année passée, mais je l'ai mis en place cette année. Je me suis dit, un espace maker en salle de classe, est-ce que je peux aller encore plus loin? Et c'est là que, malheureusement, notre école a passé au feu l'année passée, donc ça a pris 1 an à rebâtir, mais ça a été une très belle occasion aussi de repenser aux salles de classe. Nous, on est une petite école, donc on avait une salle de classe de libre. J'ai proposé à mon directeur, est-ce que cette salle de classe-là pourrait être utilisée pour un espace maker en entier? Et on pourrait appeler ça un laboratoire, un labo créatif, où l'élève n'a pas seulement un petit coin dans la salle de classe, mais on entre, on se déplace et on va entièrement dans une autre salle. Alors, ça a été approuvé, mais pour cela, puisque le labo créatif, maintenant, ce n'est pas juste dans une salle de classe, c'est au niveau de l'école. Alors, toutes les autres classes ont accès à ce labo créatif-là. Donc, pour le mettre en place, je me suis dit, bien, je devrais peut-être me faire, en anglais, on dit un vision board, mais un tableau de visualisation. Parce que les autres enseignants disent, j'aimerais bien t'aider, mais je ne sais pas ta vision. Je ne sais pas où tu t'en vas. Et plusieurs personnes sont visuelles. Alors, je me suis dit, d'accord. Donc, je commence avec un tableau vide. J'aimerais créer des stations en tenant compte des intérêts des élèves parce que le labo créatif, c'est un plus gros makerspace et c'est fait pour les élèves. Ils doivent être motivés, engagés, vouloir y travailler. Alors, je me dis, OK, je vais essayer de diviser la classe en stations. Ensuite, comment je pourrais utiliser l'espace efficacement pour essayer d'inclure le plus de stations possible? Parce qu'il faut vraiment utiliser tout l'espace qu'on a. Et ensuite, chaque station que je vais créer, j'aimerais ça pouvoir créer un espace de travail où que l'élève va se sentir confortable, soit travailler debout, soit travailler assis, mais genre de table où il pourra s'installer avec son projet et confectionner. Pas toujours manquer de place puis s'installer sur le sol, mais il y en a des élèves qui aiment ça. Donc,
mon défi, ça serait que si ça vous tente à un autre moment donné, ou arrêter la vidéo à ce moment-là, parce que cette vidéo-là est enregistrée, et essayer de créer votre propre tableau de visualisation, vous auriez la chance de le faire à ce moment ici. Et moi, je vous donne comme intérêt des élèves. Alors, j'ai des élèves, moi, qui aiment beaucoup les jeux vidéo, faire de la couture, du codage, des Legos. Ils aiment beaucoup les animaux de compagnie, de la nourriture, ils ont toujours faim, de la musique et de la construction. Alors, j'ai ces idées-là et je me dis, comment je vais créer ça pour faire des stations? Alors, à ce moment-là, je me suis utilisé Google Dessin, dans lequel j'ai créé mon tableau de visualisation, qui ressemble à ceci. Alors, à la gauche, c'est ce que moi j'ai créé, pour ensuite aller chercher des images sur Internet pour donner vraiment un visuel, quel genre de station je le vois visuellement. Et ça, ce tableau-là et les photos sont présentement encore, depuis le début de l'année, affichés dans le labo créatif, dans ce local-là, pour que tous les élèves et les enseignants ont accès, puissent le voir, pour la vision soit générale pour tous. Alors, le labo créatif, c'est une salle maintenant entière divisée en stations. Les projets, encore, ont des objectifs précis et des critères précis. L'élève a encore plus de choix de matériaux parce que là, on n'a pas seulement un petit coin dans la salle de classe, mais toute une classe entière. On peut, à travers lequel, utiliser les stations pour proposer des projets où on va faire le modelage, évaluation des HH. J'ai inséré pour vous 2 listes de matériel dont lequel on s'est basé, que j'ai monté pour pouvoir commencer le début d'un labo créatif. Alors, c'est sûr et certain que dans chaque école, l'espace n'est pas évident. On n'a pas de classe disponible. Donc, l'espace maker pourrait être une solution. Ou avec mes collègues, on a déjà parlé que si on n'aurait pas cette salle-là, on pourrait peut-être penser à des chariots qui peuvent se promener d'une classe à l'autre. Et au lieu d'avoir des stations, ça serait différents chariots. Alors, si on regarde plus précisément le tableau de vision, on peut voir différentes stations. Donc, en bas à la droite, on entre par la porte. Il y a des étagères avec des portes fermées ou dans lesquelles on a décidé de placer le matériel de science. Ensuite, on fait face avec les petits triangles, une station de peinture et dessin, où que les élèves ont accès à toute la peinture proche, des pinceaux, différents types de peinture, des tabliers, etc. On a une station d'électricité, où que les élèves vont utiliser plus particulièrement pour les 6e années. Donc, dans le curriculum, ils doivent avoir l'électricité, faire des circuits, mais qui est accessible à tous. On a une station jardin où on a tous les matériaux qui peuvent se décomposer dans l'environnement, mais on a aussi des plantes. Alors, les élèves sont invités à faire pousser des semences, pousser des petites plantes qu'on peut ensuite utiliser pour décorer l'école. Station de construction, station de Lego Kennex, station de musique, une station Cricut, laser picker et confection de T-shirts. Le Cricut, le laser picker et confection de T-shirts, c'est toutes des nouvelles machines qui ont été achetées cette année avec une subvention de l'argent qu'on a eu. Ensuite, station de couture, Makerspace, le petit coin qu'on avait dans la salle de classe, ou que c'est un peu de tout, du matériel qu'on trouve ici et là, dans des tiroirs, bureau de l'enseignant, station de coiffure et ongles. Fait que pour être transparente, cette année, la station de coiffure et ongles n'a pas encore été créée. La station de musique a été retirée du labo créatif parce que les élèves ont partagé leur opinion et demandaient plus d'espace pour construire. Les enseignants aussi ont pensé peut-être la station de musique de la déménager dans la bibliothèque. Alors, on écoute après qu'on a passé du temps dans le labo créatif, les élèves on est toujours à l'écoute de qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on devrait améliorer ou qu'on devrait placer ces choses-là. Encore une fois, lorsqu'on ouvre le labo créatif aux élèves, il y a un enseignement, comment de se comporter dans le labo. Ensuite, j'appelle ça une chasse au trésor parce qu'on laisse les élèves se promener,
trouver des nouvelles trouvailles, découvrir où le matériel est placé, qui est aussi juste une suggestion. Parce qu'il y a des élèves qui vont dire « Oh, madame, je replacerai tel matériel à tel autre endroit au lieu. » D'accord, ça a du sens, on a une discussion, puis après, on amène les changements. Ce qu'on est en train de travailler dessus en ce moment, c'est d'apporter des étagères. Parce que lorsque les élèves travaillent sur des projets, il nous manque de l'espace pour entreposer ces projets-là jusqu'au produit final. Donc, en ce moment, ils mettent les projets un peu autour de la classe. Alors, on est dans le processus d'achat d'étagères pour peut-être cibler une étagère par classe où les projets pourraient être entreposés en attendant qu'une autre classe. Parce que cette classe-là est vraiment partagée avec toutes les classes. Donc, il faut dégager les projets pour laisser la place au suivant. Encore là, on a la même philosophie, même initiative que tout projet qui est confectionné, on doit le défaire par après et remettre le matériel aux bons endroits pour qu'on puisse continuer. Alors ça, c'est une photo 360 que j'ai essayée. Ça donne peut-être juste une idée de qu'est-ce qu'on voit. Alors, à la gauche, tu vois qu'il y a beaucoup d'espace parce que l'idée, c'est que l'élève soit capable de circuler aisément. Il n'y a pas beaucoup de chaises, mais les élèves sont toujours invités à apporter leurs chaises de la classe. Il y a certains petits bancs. Il y a des tables ici et là. J'aimerais en apporter quelques-uns d'extra. On a un chariot d'électricité et c'est tout sur roulette. Alors, tout se change, tout se déplace. Les élèves, quand ils viennent dans le labo créatif, ils déplacent les meubles parce qu'ils ont besoin de l'espace. Donc, ils vont déplacer les meubles, ils vont leur placer à la suite. Donc, juste pour comparer vraiment l'espace maker au labo créatif. Donc, une grosse différence, c'est comme un espace maker peut prendre un petit coin de la classe, peut être très petit, peut être seulement sur un chariot, n'a pas besoin d'être très grand. Tandis qu'un labo créatif, on parle d'une salle entière. Alors, c'est sûr et certain qu'avec un espace maker, on a un peu moins de matériaux, comparativement au labo créatif où on ouvre la porte à beaucoup plus de matériaux, beaucoup plus de disponibilité qu'on offre aux élèves. Sans le labo créatif, on peut encore avoir plusieurs chariots, plusieurs sur roulettes et créer différents chariots avec différents matériaux si on n'a pas accès à une classe vide. Mais les projets restent les mêmes. Ils ont quand même des choix dans les deux options. Le modelage, l'évaluation restent les mêmes, peu importe si tu as un espace maker ou un labo créatif. Pour moi, l'espace maker et le labo créatif m'aident à être plus créatif de mon côté aussi et offrir des occasions de mise en situation, de projets où les élèves ont le choix et doivent faire le choix de différents matériaux pour que le produit soit différent d'un élève à l'autre. Maintenant qu'on a vu comment utiliser ou comment monter un labo créatif, maintenant, c'est OK, comment que je l'utilise? Alors, même si le labo créatif va aussi pour l'espace maker. J'ai beaucoup de matériaux que j'offre à mes élèves. Premièrement, une attente doit être claire. Alors, je vais utiliser le labo créatif ou le makerspace avec quelle intention? Nous, nos intentions, on essaie d'être en lien avec le pays. Donc, nos objectifs que la direction et l'équipe école ont mis en place au début de l'année. Pour ensuite planifier nos projets, alors ça vient à l'enseignant, planifier avec les curriculums, évaluation de l'enseignante et célébration de nos succès, c'est les élèves qu'on va célébrer et toute l'école et même avec la communauté. Ce que j'ai fait ici pour vous, j'ai essayé de faire une page où on pourrait retrouver toute l'information que moi j'utilise pour planifier mes projets. Lorsque je viens à m'asseoir et penser à la façon que je planifie le projet, je le vois en 4 temps. Alors, tout projet devrait avoir une section où que l'élève doit faire un plan. Ensuite, une section qui doit faire soit un type de recherche ou une rédaction. Ensuite, qui doit soit construire, soit faire une révision, une correction d'une tâche, pour ensuite avoir une présentation ou une publication. Alors, tout projet que j'entende
j'ai toujours ces 4 éléments-là en tête, qui débutent, certains, avec une mise en situation. Alors, juste pour expliquer la page ici, ce qu'on voit en caractère gras, c'est plus ciblé pour les premières, deuxième et troisième années seulement, qui est tiré directement de le curriculum. Qu'est-ce qu'on voit pour évaluer? Tout le reste, incluant les caractères gras, alors tout le tout va pour les quatrième, cinquième et sixième années. Alors, c'est juste pour voir que ça peut être, nous, on a une école élémentaire, donc de la première année à la sixième année, utilise le labo créatif. C'est sûr que Maternelle Jardin vient aussi emprunter du matériel pour le ramener en classe ou vient utiliser certaines stations. Alors, tout projet doit commencer avec une mise en situation. Alors, soit qu'un problème qu'on présente à l'élève ou un défi, et on demande l'aide à l'élève. On doit trouver une solution possible. Alors, les élèves de première, deuxième, troisième année, eux autres doivent apporter une solution. Tandis que les 4, 5, 6 doivent faire le même, mais ils doivent tenir compte des matériaux et du temps disponible. Alors là, on a plus l'organisation du temps et l'aspect de vraiment bien suivre un plan. Alors, le plan, là, on a une flèche rouge ici et là parce que des fois, dans un projet, des fois, le plan vient en premier ou des fois, la recherche va venir en premier, dépendant de la tâche qu'on aimerait qu'ils accomplissent. Alors, si je vois, par exemple, comme une tâche de science, ou qu'on voit ici le casque ou le chapeau de l'astronaute, les élèves étaient invités à créer un musée sur l'espace. Alors, cet élève-là en question, on voit un plan dans la petite image de l'élève, qu'est-ce qu'elle aimait créer, et c'était l'uniforme de l'astronaute. Alors, premièrement, là, la recherche viendrait en premier. Alors, elle se pose des questions. Alors, si j'aimerais travailler sur l'uniforme, qu'est-ce que ça comprend l'uniforme d'un astronaute? On peut enseigner, faire des hypothèses pour les plus vieux. On enseigne comment faire une bonne recherche, les sources primaires, les sources secondaires, comment que l'élève va bien utiliser ses renseignements, utiliser les bons mots-clés, le vocabulaire, suivre une structure, produire des ébauches. Alors, tout ça qui est en petits critères, c'est tous des éléments qu'on peut cibler pour aller travailler chez l'élève, lui donner de la rétroaction par rapport à ça et ensuite l'évaluer. C'est sûr et certain que quand je fais mes projets, je ne vais pas tout cibler en même temps. Alors, ça peut être juste, OK, pour ce projet-là, on va juste se pratiquer à poser des questions puis faire des hypothèses. Ensuite, puisqu'on avance dans l'année, là, tu peux dire, là, maintenant, je veux vraiment qu'on soit capable de suivre une structure, produire des ébauches. Et ensuite, une fois que tu as fait ta recherche, par exemple, l'élève qui fait sa recherche sur qu'est-ce que l'uniforme d'un astronaute, maintenant, l'élève est appelé à faire un plan. Alors ça, ça fait partie du processus de conception. Les élèves, première, deuxième, troisième année, eux autres, ils doivent être capables de suivre un plan. Alors, peut-être le plan va leur être présenté et l'élève soit en mesure d'être capable de le suivre et de produire par rapport au plan. Désolée. Dépendant, comparativement aux quatrième, cinquième, sixième année, eux vont être invités à élaborer un plan selon des critères. Faire un dessin, rédiger une liste de matériaux et la sélection d'idées. Une fois que la recherche est faite, le plan est fait, on va à la construction. Donc, est-ce que l'élève est capable de suivre son plan? Utiliser le matériel correctement, suivre les règles de sécurité, évaluer les moyens d'amélioration parce que chaque projet, l'élève est appelé à se remettre en question puis dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Maintenant, on passe du temps à l'amélioration pour ensuite la présentation. J'essaie beaucoup de varier mes modes de présentation et non seulement faire des présentations devant la classe. Alors, j'ai fait des carousels, des présentations sous forme de musée, des présentations sous forme d'enregistrement, de vidéos. Alors, on veut aussi les exposer à différents médias, où l'élève ensuite va être invité à porter un jugement sur son propre travail
où les autres élèves vont être aussi portés à faire une analyse ou une critique constructive. Livrer le message comme un expert. Donc, l'élève, puisque c'est lui qui a fait le projet, doit être en mesure de pouvoir parler ouvertement et confortablement de son projet. Tout au long des projets, j'ai toujours une composante HH, dans laquelle j'ai ciblé certains HH qui seraient plus faciles à évaluer à certains moments. Alors, si on revient au plan, l'organisation, plus précisément, est-ce que l'élève est capable de faire un plan avec des critères établis? Puis l'autorégulation, se fixer des objectifs au début. C'est quoi ton objectif? Comment tu vas travailler pour l'y atteindre? Lorsque l'élève fait une recherche ou une rédaction, l'organisation, mais là en parenthèse, plus précisément, est-ce qu'il utilise les renseignements qui lui ont été fournis, soit qu'il a trouvé sur Internet ou dans ses recherches? L'initiative, chercher des nouvelles idées, pas copier sur son voisin, se poser des questions pour en apprendre davantage. Lorsque l'élève est appelé à faire la construction, sa révision, correction, on a la fiabilité. Est-ce qu'il est capable de gérer son comportement, assumer les responsabilités, demeurer à la tâche? Autonomie, est-ce qu'il est capable de faire des révisions de façon seule ou est-ce que l'enseignant doit être à côté puis le diriger étape par étape? Est-ce qu'il utilise le temps efficacement? Initiative, je suis ouvert aux idées des autres, aux idées de l'enseignante. Alors, certains élèves commencent un projet avec une idée fixe. Il ne veut pas dévier de cette idée-là. Alors, on travaille chez l'élève d'être à l'écoute, de retourner à ses critères et peut-être d'apporter des petits changements selon ce qui lui est suggéré. Collaboration dépendant si c'est un travail d'équipe ou non. L'autorégulation utilise des stratégies afin de persévérer, de continuer, de ne pas lâcher ou de s'impatienter, soit que ce soit prendre une pause, y revenir le lendemain, tout autre. La présentation, lorsque l'élève va présenter, soit que ce soit un musée, soit que ce soit un enregistrement, on peut toujours vérifier son utilisation du français oral. Est-ce qu'il utilise le bon vocabulaire? Est-ce qu'il a demandé le bon vocabulaire en préparation à sa présentation? L'initiative, est-ce qu'il est capable de justifier ses choix, d'expliquer pourquoi il a fait tel choix? L'autorégulation, d'identifier ses points forts, identifier ses points forts et ses défis. J'ai été capable de produire de telle façon, maintenant je dois travailler sur l'autre. Alors, tout projet, je répète, que moi je commence ou que je veux planifier, j'ai en tête ces 4 étapes-là. Parce que chaque projet que j'ai fait jusqu'à date pouvait répondre à ces 4 étapes-là. Et on peut même cibler certaines semaines qui vont. Alors, une semaine, on peut travailler sur la recherche. Une autre semaine, on peut travailler seulement sur le plan. La construction, la révision et correction peut prendre plus de temps. Alors, moi, mes projets, la construction peut durer de 2 à 3 semaines pour ensuite la présentation ciblée avoir une échéance. La présentation peut durer plus qu'une journée, dépendant si c'est un carrousel qu'on ouvre à d'autres personnes. Ce que j'ai fait ici, en ayant comme idée que c'était un atelier, je vous ai préparé des exemples de projets, se mettre dans la position de préparer et de planifier un projet. Alors, on va passer à travers, je vais faire genre un modelage avec vous, comment que moi je m'y prends pour planifier mes projets, comment j'y pense, comment je vais chercher mes liens pour aller le faire avec différents curriculums et à quoi ça peut ressembler. Pour les prochaines pages qu'on va voir, il va y avoir plusieurs exemples de projets qu'on peut passer à travers. Si on n'a pas le temps pour tous les projets, c'est bien correct parce qu'ils vont être quand même là pour peut-être donner des pistes où les gens, s'il y en a qui aimeraient ça, s'essayer et planifier à leur tour. Mais en retour, ça vous donne aussi des idées de projets qui sont déjà montés et que vous pourriez peut-être l'appliquer ou essayer en salle de classe. Alors, pour l'exemple du premier projet, j'ai donné comme mise en situation à mes élèves, les parents d'un de tes élèves appartiennent à un sanctuaire pour animaux maltraités. Et c'était bel et bien la réalité. Donc, j'avais des années passées une élève
dont ses parents appartenaient à un sanctuaire pour animaux maltraités. Je me suis dit, quelle bonne occasion pour essayer de faire des partenaires avec la communauté, pour ensuite demander aux élèves comment pourrait-on aider au sanctuaire d'animaux maltraités? Comment qu'on s'y prendrait? Alors, on se demande quel lien peut-on faire comme enseignante avec les curriculums? Parce que c'est bel et bien qu'un projet, pour moi, j'essaie d'aller toucher à plus que 2 ou 3 curriculums parce que je veux utiliser mon temps efficacement et que ça me rapporte 2, 3, 4 même notes pour le bulletin. Parce que bel et bien, on a un bulletin à répondre, on a des données à recueillir. Donc, si je fais un projet puis ça me remet une note, c'est beaucoup de temps consacré à un projet. Donc, la mise en situation, je me suis dit, bon, j'ai mes 4 étapes. Alors, quelle recherche est-ce que je vais demander à mes élèves de faire? Quel plan est-ce que les élèves pourraient faire? Quelle construction, révision, correction, présentation, publication? Donc, la mise en situation est lancée aux élèves et on a une discussion avec les élèves. Donc, pour le sanctuaire d'animaux, on a dit comment on pourrait aider? Les élèves ont lancé plusieurs idées et un élève a dit, bien, on pourrait-tu leur demander? Donc, comme enseignante, j'ai ciblé un temps spécifique avec les parents qui appartenaient au sanctuaire animaux pour faire un Google Meet, pour venir en communication avec eux, avec la salle de classe. Et les élèves ont pu demander eux-mêmes comment est-ce qu'on pourrait aider votre sanctuaire, comment est-ce qu'on pourrait, nous, des élèves de 5 et 6, produire quelque chose, ramasser de l'argent, et comment est-ce que vous allez utiliser l'argent? Parce que les élèves étaient aussi intéressés, d'accord, si on recueille de l'argent ou des objets, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là ou des objets? Alors, première chose, la recherche, la rédaction, je me suis dit, ils vont pouvoir rédiger des questions. Alors, ici, je vais vous partager à l'écran les liens que moi, j'ai ciblés. Alors, notre exemple, par exemple, la recherche, je me suis dit, c'est une belle occasion pour, en français, en 6e année, les élèves doivent être capables de rédiger ou suivre un plan de montage. Si je fais un lien avec mes 5e années, parce que moi, j'ai un niveau double, en 5e année, ils voient souvent la recette. Mais c'est un texte procédural, donc on suit les étapes. Donc là, avec le plan de montage, je me suis dit, bien, on pourrait voir les verbes, parce que c'est des verbes avec des phrases à l'impératif. Donc, je dois pouvoir enseigner ça. L'utilisation d'illustrations dans un plan de montage. Alors, pour moi, OK, je pourrais aller faire un lien avec mon français. Ensuite, ma mathématique, je pourrais faire un lien avec mon domaine des traitements des données. Alors, les données. Parce qu'on pourrait aller chercher des échantillons et faire des tableaux. Parce que je me suis dit, si les élèves choisissent de faire une confection d'objets ou vendre des objets, peut-être on pourrait aller ramasser, faire l'échantillonnage, ramasser qu'est-ce que les gens seraient prêts à acheter, qu'est-ce que les gens auraient besoin, pour quelles raisons est-ce qu'ils pourraient donner de l'argent. Et là, je pourrais avoir une bonne occasion de montrer aux élèves, on va aller poser des questions, ramasser nos données, mettre ça dans les tableaux pour ensuite prendre une décision, quel genre d'objet on pourrait produire. Alors, montrer aux élèves qu'il faut peut-être se baser sur des données pour pouvoir prendre une décision. Pour les HH, l'organisation, utiliser l'information présentée. Alors, si on prend du temps pour monter des tableaux à diagramme à bande ou pictogramme, peu importe le niveau de l'année, est-ce que l'élève va être capable d'utiliser cette information-là pour apporter une idée qui pourrait répondre à la mise en situation ou la problématique? Ou est-ce qu'il va il va prendre son idée du début ou une idée hors sujet, juste parce que, par exemple, s'il décide, moi, j'aime ça faire des bracelets, donc je veux faire des bracelets puis les vendre. Mais si les données ne démontrent pas que les gens sont prêts à acheter des bracelets, donc peut-être que l'élève n'a pas bien utilisé son information présentée parce que les données ne parlent pas de
d'intérêt d'acheter des bracelets. Alors, ensuite, les élèves, lorsqu'on a eu les discussions et après notre vidéo qu'on a rencontré les parents du sanctuaire qui appartenait au sanctuaire, ils ont dit qu'ils aimeraient de l'argent, des dons pour pouvoir payer pour les frais de vétérinaire. Alors, les visites de vétérinaire sont très dispendieuses, surtout pour un sanctuaire parce que souvent, le vétérinaire doit se déplacer. Alors, avec l'argent, les élèves ont demandé, bien, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, on va payer nos frais, on peut payer aussi du foin, de la bouffe, et on a eu l'occasion que la dame qui appartenait au sanctuaire nous a accueillis par vidéo à l'extérieur avec ses animaux. Donc, on a pu rencontrer certains animaux. D'entre eux, il y avait une petite chèvre qui manquait une patte. Donc, la mère allait expliquer, avec l'argent, ça pourrait aller pour payer pour une prothèse pour la petite chèvre, pour pouvoir qu'elle puisse marcher comme les autres et fonctionner. Donc, les élèves ont été très motivés. Et là, on a eu une discussion, bien, par rapport aux animaux, est-ce qu'on peut produire quelque chose? Les élèves, est-ce qu'ils peuvent produire quelque chose pour ensuite le vendre pour qu'on puisse ramasser des fonds puis le présenter à la famille? Les élèves ont fait, parce qu'on avait parlé de recettes en salle de classe, ils ont dit, Madame, est-ce qu'on pourrait peut-être faire nos propres traites d'animaux? Donc là, j'ai dit, d'accord, on va passer aux questions, puis on va aller faire notre petite recherche. Est-ce que les gens seraient prêts à acheter des traites pour animaux, des gâteries pour chiens, pour chats? Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Quelle saveur? Est-ce qu'ils préféraient? Pour combien d'argent qu'ils seraient prêts à dépenser? Donc, on est arrivé avec l'idée, d'accord, on va produire des gâteries pour chiens et chats. Moi, comme enseignante, je vais présenter la recette, suivre le plan de montage, parce que ensuite, on a eu aussi l'idée de produire des jouets pour chiens. Alors, dans la photo, ce que tu vois, la personne qui tient, c'est un jouet qui a été fait par les élèves à partir de gilets recyclés. On a demandé aux familles s'ils avaient des chandails qu'ils ne portaient plus et qu'ils voudraient bien les offrir en don à l'école. On a coupé des petites lanières pour ensuite suivre un plan de montage, comment tresser de façon solide pour faire un jeu pour les chiens. Alors, les chiens, ils jouent à ça, ils tirent et tout ça. Et si ça se défait, bien, c'est des vieux chandails qui peuvent ensuite être mis aux poubelles. Donc là, on avait deux choses, faire des gâteries et faire des jouets pour chiens. Alors, là, pour la recherche, j'en ai parlé. Pour le plan maintenant, fait que les élèves étaient invités à faire un remue-ménage d'idées et suivre un plan. Il n'y avait pas un plan à produire, mais plutôt le remue-ménage du début, de mettre ça sur papier, d'aller sélectionner des idées qui est peut-être plus rentables, en fait, qui vont nous rapporter plus d'argent et éliminer peut-être ceux qui étaient peut-être plus farfelus. En mathématiques, on avait un budget à suivre parce qu'on a parlé aussi plus d'argent qu'on dépense pour acheter la nourriture, pour produire les gâteries. On devait le déduire de nos profits à la fin. Alors, on a parlé d'argent, on a parlé de taxes, qu'est-ce qui était taxé ou non en fait de nourriture. Alors, les élèves ont pu voir exactement à la fin le profit et on devait déduire. L'organisation met en place un plan et l'organisation... Oh, du temps, désolé. La construction. Ensuite, le français, c'est le plan de montage. C'est plutôt est-ce qu'il est capable de suivre les directives. En art plastique, je me suis dit, d'accord, une fois qu'on va faire ces fameuses gâteries-là, comment est-ce qu'on va les vendre? Fait que les élèves, ils ont dit, ben, on peut les mettre dans des petits contenants, des petits sacs. Je me suis dit, d'accord, on fait une recherche. Alors, sur Internet, on était voir aussi côté financier, qu'est-ce qui serait plus efficace, qui coûterait le moins cher. On s'est entendu sur des petits sacs avec une petite fenêtre qu'on pouvait aller voir les gâteries à l'intérieur. Et les élèves étaient ensuite invités à créer un logo. Alors, les images que tu vois à la gauche, c'est des logos que les élèves ont produits.
qu'on a ensuite voté pour les plus représentatifs, qu'on a ensuite imprimé sur des autocollants, puis on a imprimé, qu'on a collé sur les sacs pour ensuite les vendre. La première année, je pense que c'était des petits sacs pour 5 $ puis les plus gros pour 8 $ à un marché de Noël et aussi aux familles de l'école. Démontrer de l'intérêt, c'est pour notre fameux HH. Fait que je me suis dit, d'accord, je vais regarder les élèves qui démontrent de l'intérêt du début à la fin, peu importe la tâche qui était assignée ou qui choisissait, est-ce qu'il demeurait à la tâche. Présentation, ensuite, communication orale, communiquer un message parce que nous avons vendu à un marché de Noël. Donc, les élèves étaient en charge d'être à une station, à une table pour vendre leurs produits. Est-ce qu'ils utilisaient un bon vocabulaire lorsqu'ils parlaient aux acheteurs? Et ça a fait notre projet dans lequel j'ai touché à du français, de la mathématique et de l'art plastique. Alors, à 3 différents, en plus des HH. Fait que j'ai été me chercher 4 différentes notes. Et là, ça, c'était pour planifier le projet. Maintenant, on se demande comment je vais l'évaluer, ce projet-là. Alors, moi, en classe, on travaille fort sur les critères qui sont établis avec les élèves. Ce que je suggère, une proposition, c'est d'évaluer par section et non attendre que le projet soit terminé à la toute fin pour ensuite s'asseoir et l'évaluer. Ça fait beaucoup trop à évaluer, beaucoup trop à voir en même temps. Alors, du début, la façon que je planifie mes projets, c'est en 4 catégories. Donc, moi, la façon que j'évalue un projet, c'est de la même façon. Je vais donner une note pour chaque catégorie pour ensuite pouvoir faire une note globale ou seulement garder les 4 notes séparées. Alors, pour le plan, les critères sont accessibles. Alors, vous pouvez vous en créer une copie. Je ne sais pas si la page va changer. On va voir. Non, d'accord. Je vais revenir ici. Je m'en reviens. OK. Les critères pour un bon plan demeurent très similaires ou presque pareils pour chaque projet que j'entame avec les élèves. Alors, dès le début de l'année, on a une co-construction de critères. C'est quoi un bon plan? Je donne plusieurs différents plans, puis on parle, bien, qu'est-ce qu'on devrait voir dans un bon plan? Alors, avec les élèves, on a dit, bien, premièrement, on devrait voir un dessin, un croquis qui est détaillé, qui explique ma construction, que madame, je peux, juste en regardant l'image, comprendre quelle partie fait quoi ou quelle partie est dédiée à quoi. Alors, ils vont utiliser des mots pour décrire sa construction, des mots pour identifier les parties de la construction. Alors, est-ce qu'il y a une partie que c'est des jambes? Est-ce qu'il y a une partie que c'est une base, etc. Et j'aimerais voir une liste de matériel. Parce que, encore là, le plan, c'est que je veux voir que l'élève, par la suite, est-ce qu'il est capable de suivre sa liste de matériel? C'est sûr et certain qu'il peut toujours apporter des changements à ce fameux plan-là. Mais l'idée, c'est d'avoir une idée, savoir où s'en aller, avoir un objectif et pouvoir être capable de suivre pour être efficace avec son temps, efficace avec le matériel et ne pas se perdre dans ses idées. Alors, je fais un plan simple et organisé, donc j'aimerais ça voir des mesures, des lignes droites au possible lorsqu'on a besoin des lignes droites, puis des parties colorées. Alors, la couleur parle beaucoup. Alors, mettre des choses en couleur peut donner plus une idée de ce qui se passe. Donc, lorsqu'on demande un projet, un plan, cette fameuse grille-là ressort où que je vais identifier à l'élève, est-ce que c'est acquis en voie d'acquisition ou non acquis. Je m'évite de mettre des niveaux parce que des fois, les crochets vont tous être, mettons, dans un certain niveau. Mais madame, pourquoi je n'ai pas eu niveau 4? J'aime plutôt dire à l'élève, cette section-là, ce critère-là a été acquis. Est-ce que ça a bien été acquis ou non? C'est dépendant tes mots descriptifs.
Alors ici, je fais un dessin détaillé. Alors, un dessin qui n'est pas détaillé ou qui manque de détails n'ira pas nécessairement aller chercher son niveau 4, aller au-delà. Il va peut-être aller chercher son niveau 3, il a fait un dessin. D'accord. Et là, ça me laisse un petit peu de jeu à interprétation pour l'enseignante. Mais si l'élève veut plus d'explications, il est bienvenu à venir me voir. Pour la recherche, alors tout projet, soit que l'élève est demandé à aller faire une recherche ou l'élève est demandé à rédiger un type de texte, par exemple. Alors, moi, j'aime utiliser... Bon. Je vais me retrouver. J'aime utiliser des couleurs. Les couleurs ici, comme on voit des feuilles vertes, roses, bleues et blanches. Par exemple, dans une recherche que j'ai faite avec les élèves, sciences, il y avait, à place que la recherche soit trop exhaustive puis que l'élève se décourage, j'essaie de le diviser en petites sections. Je distribue, par exemple, la première feuille verte en début, puis je me dis, aujourd'hui, on fait que la feuille verte. Puis la feuille verte, dans cet exemple-là, c'est un projet sur le corps humain, la fonction d'un des systèmes du corps humain. Alors, pour la feuille verte, c'était, je veux qu'un dessin de ton système que tu choisis, identifie les parties, explique-moi chacune des parties. Cette journée-là, c'était fini. Il n'y a pas d'autre chose. Et la journée d'après, on va au rose où il y avait 2 questions seulement sur les maladies qui pourraient affecter ce système-là. Ensuite, la partie bleue, une autre journée, c'était maintenant la technologie qui peut venir en aide à ce système-là pour accomplir des tâches que les humains auraient à accomplir. Puis ensuite, la partie blanche, c'est leur plan qu'ils ont à confectionner. L'idée d'évaluer par section, puis évaluer avec des feuilles de couleur, m'aide beaucoup à morceler la tâche pour les élèves. Des élèves en besoin aussi, qui ont besoin de modifier la tâche un petit peu, ça vient les encourager parce que la tâche ne semble pas si grande. Parce que si j'aurais mis ces 4 feuilles-là agrafées ensemble, toutes des feuilles blanches, la tâche semble exhaustive. Alors, en commençant, les élèves peuvent se décourager. Mais de cette façon-là, c'est plus motivant. Et c'est comme ça que j'essaie de faire souvent ma recherche de projet. Encore là, vous avez accès à un petit tableau qui donne des critères d'un exemple de projet. Encore là, je coche en voie d'acquisition, acquis ou non acquis. Et c'est sûr et certain, il y a toujours une grille d'évaluation qui se joint à cette feuille-là. Donc, l'élève va avoir ce tableau-là. C'est très descriptif. Donc, c'est une relation descriptive parce qu'il voit exactement où que manquer ses points à certains critères. Donc, je n'ai pas besoin, comme enseignante, d'aller écrire un paragraphe ou des phrases en supplémentaire. Si je le veux, je le peux, parce que les critères devraient parler aux élèves. Madame, c'est où j'ai manqué mon point? Bien, va voir dans ta colonne. Et ensuite, la grille d'évaluation, j'attribue la note. S'il y a une question, va revoir tes critères, ça te dit où que tu as manqué ou où tu as bien réussi. Si on parle de HH, tu vas voir que le plan, c'est enseigner, c'est faire du modelage, donner beaucoup d'exemples, donner beaucoup de pratiques, de la rétroaction. Je le fais modelage comme en début d'année, je leur montre comment faire un bon plan ensemble. Ensuite, je leur donne la pratique en paire, en groupe de 2, puis ensuite seul, pour que ensuite chaque projet qu'on va faire au courant de l'année, je n'ai pas besoin à refaire cela parce que les critères restent affichés dans la classe. Ils ont eu beaucoup de pratiques, donc je peux juste évaluer le plan par après à chaque fois qu'ils en produisent un. Et les élèves ont amplement de chances de s'améliorer. Pour la recherche, là, les stratégies, parce qu'on est censé enseigner les stratégies, donc, est-ce que l'élève est capable de faire une recherche? On peut enseigner comment faire une recherche, comment utiliser les sources primaires, les sources secondaires, les mots-clés à taper dans un engin de recherche. On peut aussi enseigner comment résumer l'information. Alors ça, c'est une stratégie qui est enseignée en français. De compréhension. Alors, résumer, puis lorsque tu le demandes en projet, tu peux l'évaluer. Prendre des notes, qui est une autre stratégie. Donc, on peut faire un petit modelage.
En salle de classe, la petite rétroaction, différentes occasions où l'élève doit prendre des notes. Puis ensuite, dans les projets, sont en mesure de l'évaluer. Classer, organiser dans un tableau la recherche. Alors, une fois que tu trouves ton information, comment on va classer? Donc, on peut enseigner à les élèves différentes stratégies de classer, différents outils à utiliser. Et lorsque ça vient le temps au projet, tu peux l'évaluer comme enseignant. La construction, révision et correction, ce que moi, je suggère, je travaille beaucoup avec des minuteries. Au début, ça peut peut-être créer un petit genre de stress chez l'élève parce qu'ils ne sont pas habitués à voir la minuterie à l'écran. Donc, si je me dis, OK, aujourd'hui, vous avez 20 minutes pour travailler. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que par la suite, si je n'affichais pas de minuterie, les élèves le demandaient. « Madame, est-ce que tu peux mettre la minuterie? » Parce qu'il me disait, Madame, ça m'aide à m'autogérer. OK, combien de temps que j'ai pour accomplir telle tâche? Est-ce que ça vaut la peine de commencer une autre étape? Combien de temps est-ce que j'ai pour ramasser le tout? Et c'est vrai qu'avec plusieurs rappels au début, l'enseignante va dire, OK, il vous reste 10 minutes, c'est le temps de ramasser, ou 5 minutes, peu importe le projet. Annoncer l'objectif. Alors, quand on va dans un labo créatif ou espace maker ou projet quelconque, c'est sûr que j'annonce toujours l'objectif du cours. C'est pas, OK, on travaille sur notre projet aujourd'hui. Ça serait important de cibler un objectif plus précis. Aujourd'hui, on va travailler sur notre base. Alors, peut-être le projet demande une base. Aujourd'hui, on va travailler sur l'esthétique du projet, juste pour aider à autogérer les élèves, les enligner, mais c'est sûr que par la fin de l'année, peut-être tu n'auras plus besoin à annoncer l'objectif, mais plutôt écouter les élèves et dire quel serait ton objectif aujourd'hui. Peut-être chaque élève pourrait se donner son propre objectif. Faire un retour après chaque cours, fait qu'en fin de journée, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a amélioré aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire de votre projet. Et c'est là que les autres élèves ont la chance de peut-être donner de la rétroaction. Ah, je vois que telle chose, peut-être as-tu pensé à telle façon ou ajouter telle chose. Encore une fois, je vous offre une feuille d'observation où que vous pouvez aller cocher. Observation, alors quand l'élève va faire une construction en salle de classe ou une révision correction, c'est là que moi, comme enseignant, j'ai beaucoup la chance d'observer, beaucoup d'observations. Par exemple, est-ce qu'il utilise les outils correctement? Est-ce qu'il gère son comportement pour demeurer à la tâche? Est-ce qu'ils utilisent l'information autour de la classe, les affiches, la rétroaction des pairs? Est-ce qu'entre eux, ils se donnent la rétroaction? Est-ce qu'ils se partagent l'information? Là, j'ai écrit carte de rétroaction. Ça, c'est une petite carte que je leur remets à la fin de chaque semaine pour leur dire qu'est-ce qu'ils ont bien accompli et qu'est-ce qu'ils ont à travailler. Mais ça, c'est toute une autre discussion. La présentation maintenant, la publication. Comme enseignant, qu'est-ce que tu pourrais évaluer? C'est l'utilisation de différents médias. Alors, c'est le temps de exposer les élèves à différentes façons de présenter. Alors, c'est sûr et certain, s'ils ont tous une présentation à diapositive, un après l'autre, une vingtaine d'élèves, ça devient très long à écouter. Alors, c'est là, moi, je me mets en position, quelle occasion est-ce que je pourrais fournir à mes élèves ou que les présentations varient, qui ne seront pas toujours pareilles, qu'on peut apprendre des présentations des autres. Alors, une foire, un musée, un carrousel, ce sont tous des exemples de publications ou de présentations que moi, j'ai mis en place puis qui ont bien fonctionné. Une autre façon que j'utilise souvent, c'est de demander aux élèves de s'enregistrer, de se filmer en me donnant leur rétroaction, en m'expliquant ce qu'ils amélioraient aussi. Alors, basé sur les critères, est-ce que tu penses que tu as réussi ton projet? Est-ce que tu as atteint ton objectif? Qu'est-ce que tu ferais la prochaine fois? Si madame, elle te donnerait une période supplémentaire, qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que tu changerais et pourquoi? Alors là, tu peux vraiment aller voir et observer l'habileté de la pensée à l'élève, où est-ce qu'ils doivent justifier ses choix, utiliser le bon vocabulaire pour s'exprimer. Pour les HH, là, comme stratégie, c'est de pratiquer les présentations, les stratégies. Donc, en français, en communication orale, on demande aux élèves d'apprendre à se pratiquer. Alors, encore là, on peut demander de s'enregistrer, de se visionner, de demander de la rétroaction dans les pairs et avant même de présenter le tout. Stratégie d'écoute, comment bien écouter une présentation, comment démontrer du respect.
focus sur l'information et démontrer qu'on est un expert. Donc, moi, je m'ai inscrit ça parce qu'auparavant, on demandait à l'élève beaucoup, « Ah, tu vas présenter ce que tu as. » Souvent, je voyais l'élève qui lisait peut-être des cartes mémoire, des aides-mémoire ou qui lisait de l'information. Là, ce que j'ai changé dans les 2 dernières années, c'est que je demande à l'élève, gardez en tête qu'une présentation n'est pas une lecture. Donc, madame ne devrait pas t'écouter lire quelque chose parce que tu devrais vraiment me démontrer que tu es un expert. Donc, un expert peut avoir des cartes aide-mémoire pour se rappeler de certains vocabulaires à utiliser ou son fil d'idées, mais ne va pas faire une lecture. Et va être peut-être plus porté aussi à répondre aux questions qu'on pose. Donc, lorsque moi, j'évalue un élève, je me mets en position, est-ce qu'il a vraiment parlé comme un expert? Est-ce qu'il comprend bien son information pour ensuite l'expliquer de différentes façons? Alors ça, c'est juste pour en résumer, c'est comment est-ce que j'évalue un projet. Fait que pour moi, un projet a 4 différentes étapes ou 4 différentes façons que je peux l'évaluer. C'est sûr que chaque projet, moi, je ne me sens pas obligée d'évaluer chacune de ces étapes-là. Alors, un projet, par exemple, tu pourrais dire, ce projet-là, moi, je veux juste évaluer est-ce qu'il est capable de faire le plan et est-ce qu'il est capable de le construire. Pas besoin de le présenter. Pas pour ce projet-là. Est-ce que ce projet-là, moi, je veux juste voir s'il est capable de faire une recherche. Point final. Et c'est parce qu'en le divisant par section, tu peux attribuer une note à chaque section. Fait que tu n'as pas besoin d'une note globale. Parce que chacun de ça, tu peux aller chercher plusieurs compétences dans ta grille d'évaluation. Alors, ça, c'est pour donner l'exemple. Si on parle de le projet pour le sanctuaire pour animaux maltraités. Alors, ce que moi, j'ai été évaluée. Alors, pour la recherche, j'ai donné une note pour leur plan de montage. En mathématiques, les données, comment les HH, et on revient à la même chose. Donc, moi, j'ai été donné une note en français, en maths, les HH, donc on parle de l'organisation, le sens de l'initiative et l'utilisation du français. Donc, j'ai été touchée 3 HH, du français, compréhension, fait que ça veut dire lecture, ensuite communication orale, art plastique et mathématiques. Donc, si je regarde, j'ai été me chercher 1, 2, 3, 4. Proche de comme 8 bonnes notes sur un projet. Alors, pour moi, oui, on va passer beaucoup de temps au projet, mais ça me ramène 8 notes, 8 données que je vais pouvoir me fier dessus pour faire l'évaluation, pour donner une note d'évaluation et au bulletin. Et ce projet-là m'a duré à peu près 4 à 5 semaines. Fait qu'on regarde un mois pour un projet. Donc, là, pour les prochaines diapositives, puis je vois qu'il nous reste 15 minutes, puis c'est correct si on ne les voit pas toutes. C'est juste des exemples de projets. C'est de se mettre en position de planification, puis dire comment est-ce que moi, je planifierais ce projet-là. Je donne des mises en situation et voir quelles sortes de liens qu'on pourrait faire avec les différents curriculums. Se mettre et en retour, je vais vous partager les liens que moi, j'ai été faire. Fait que de cette façon-là, je vous partage des idées de projets. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les liens parce qu'il y en a plusieurs liens qu'on peut faire. C'est des idées qu'on peut utiliser. Encore là, c'est des idées, moi, j'enseigne 5 et 6, fait que c'est le moyen, mais ça pourrait facilement se modifier différents lâches. Alors, la prochaine mise en situation, c'est que selon le curriculum en études sociales, en 5e année, je dois avoir les premières communautés canadiennes qui ont aidé à former le Canada et influencer le Canada, qui est maintenant aujourd'hui. Donc, je me suis dit, quel lien est-ce que je peux faire avec mes curriculums, toujours en gardant en tête mes 4 sections? Est-ce que je vais demander à l'élève de faire une recherche? Probablement que oui, parce qu'on ne les connaît pas toutes les premières communautés, à eux de les découvrir. Est-ce que je vais leur demander un plan? Donc, je me dis, est-ce que je vais leur demander de construire quelque chose pour qu'en retour, ils vont me présenter? Est-ce que construire ou est-ce qu'ils vont rédiger quelque chose qu'ils vont présenter? Encore là, les idées
pourrait venir des élèves. C'est avoir une discussion des élèves. D'accord. Les élèves, on doit apprendre, il y a des premières communautés, des gens qui étaient au tout début au Canada, puis on aimerait savoir comment ils ont changé le Canada. Comment est-ce qu'on pourrait découvrir ça? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec la recherche? On peut créer un... Là, ils vont me sortir des idées. On peut créer un musée, on peut créer des affiches, on peut créer une foire, on peut créer un musée de tir. Donc, au début, quand les élèves ne sont pas habitués à générer des idées, je vois une petite problématique. Parce qu'au début, je me suis dit, bien, les élèves n'ont pas des idées, ils vont se fier sur leur vécu. Leur vécu, ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, souvent, on a les idées de, on va créer une maquette, on va créer un dessin, on va créer une histoire. Et moi, mon but comme enseignante, c'est de les pousser pour aller plus loin. Quoi d'autre qu'on pourrait créer? Alors, souvent, à cette étape-là, au tout début, je vais mousser avec l'art de questionner, apporter des idées. Tu sais, si moi, je veux savoir quelque chose, des fois, qu'est-ce que je fais la fin de semaine? Des fois, je vais au musée. Ensuite de ça, si je veux savoir à propos du Canada, où je pourrais aller dans la société, dans la communauté. Et par questionnement, on essaye de trouver différents projets. Des fois, c'est bon aussi de juste faire un remue-ménage, d'en discuter une journée, le laisser reposer. Des fois, il en parle à la maison. On pourrait même faire un appel par réseaux sociaux. On aimerait travailler des communautés. Avez-vous des idées de projets pour les élèves? Alors, nous, ce qu'on a confectionné, puis je l'ai fait, ça fait déjà 2 ans d'intervalle que je l'ai fait. Fait un premier exemple, les élèves ont dit, oh, on va créer un musée des premiers arrivants pour informer les gens, puis pour qu'ils puissent connaître qui est arrivé au Canada, puis qui a influencé le Canada. Alors, si vous voyez comme les petits podiums, ça, c'est les élèves qui les ont construits, des petits podiums avec des flocons de neige et tout ça, sur lesquels ils avaient disposé leur produit final. Puis si vous voyez dans les images, les produits sont tous différents. Il n'y en a pas un qui a fait la même chose. Donc, on a une œuvre d'art, un élève qui a fait une œuvre d'art, une peinture. Un autre élève avec le soleil, là, qui était le visage de Chamel du Champlain qu'on croit. Il a utilisé le laser picker, qui est un laser, avec, attitré de l'information qui suit, un élève a construit le bateau de Samuel de Champlain, qu'on nomme le don de Dieu, en Lego, sans suivre aucun plan de montage. Alors, il le fait basé sur ses propres connaissances. Il a ajouté des voiles en papier, avec des brochettes de bois, etc. En bas, l'image, on voit un poisson qui est une morue qu'on a appris en faisant la recherche que un explorateur avait découvert qu'il y avait beaucoup de morues dans l'est du Canada. Donc, il a fait la morue en papier mâché. En arrière, on voit un autre bateau, mais des Vikings de cette fois-là, en bâton de popsicle. Donc, les liens qu'on pourrait faire, français, j'ai ciblé, on va apprendre à prendre des notes. Parce que lorsque on fait de la recherche, je veux juste retenir l'essentiel. Stratégie de résumé. On va résumer l'information pour ensuite l'utiliser. Processus de rédaction, correction et publication, parce que si vous voyez dans les images, ils ont des petits paragraphes qui vont être jumelés ou qui vont suivre leur projet, parce qu'on a eu la discussion dans un musée, les gens ne sont pas... les gens qui ont produit l'œuvre ne sont pas à côté. Donc, il faut que les personnes qui circulent, qui regardent le musée, soient capables d'être en mesure d'avoir l'information juste à partir d'informations qui ont été données, soit en écriture. Donc là, j'ai pu évaluer le processus de rédaction, correction, publication chez l'élève. En études sociales, c'est sûr que les élèves ont participé à un processus d'enquête pour découvrir les premières communautés canadiennes. En art plastique, parce que là, il y a plusieurs techniques qui ont été enseignées pour soit faire une peinture auparavant, le papier mâché, l'utilisation du laser pour mettre en pratique pour les projets. Enseignement religieux, c'est que moi, j'ai été capable de faire aussi un lien à rédiger une prière. On va rédiger une prière en lien aux personnes qui ont découvert le Canada ou qui ont... participer à l'influence au Canada, puis fameux HH, comme on a déjà parlé tout au long.
Et là, à l'évaluation, comme on a déjà parlé, comment est-ce que je vais évaluer ça? Un autre exemple de projet que j'ai fait, c'est que des fois, l'idée ne vient pas particulièrement d'un curriculum. C'est que là, Noël s'en vient, par exemple, au début de l'année, ce serait peut-être un bon temps de faire un projet avec Noël. Et là, moi, je me dis, OK, d'accord, fait quel lien que je pourrais faire avec les curriculums qu'on touche à Noël? Alors, un exemple, ici, j'avais déjà parlé qu'on avait fait le plan montage et recettes. Alors, encore en 5e année, on voit la recette. Donc, je me suis dit, parfait, on va aller voir la recette, encore les verbes, phrases impératives, illustrations, communication orale, ou que les élèves, après discussion, ont décidé, madame, on pourrait faire notre propre émission de télévision ou qu'on enseigne ou on montre au public comment faire une recette telle quelle. Donc, les élèves, on a pratiqué à jouer un personnage parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes, ils jouaient le personnage d'un chef cuisinier. On a demandé qu'ils s'enregistrent à la maison. Les parents ont apprécié parce qu'ils ont pu aider les élèves. Puis, une petite coche à côté, c'est que j'en demandais comme une dégustation, fait qu'on voyait les parents à la fin déguster. Maths, faire un budget, les taxes, la mesure, parce que là, on voit les fractions, etc. Alors là, j'ai été capable de toucher du français, de l'art dramatique, mathématiques. Toutes 3 notes pour un projet. Exemple de projet 4 et notre dernier. J'ai vu une vente sur des maisons de bois. Alors moi, comme personne, j'étais sur les réseaux sociaux, Amazon, etc. Et on voit, il y a des maisons en vente. Est-ce que je pourrais utiliser ça en ma salle de classe, en profiter de la vente, puis demander aux élèves de faire quelque chose en lien avec ça? Parce que des fois, ce n'est pas le temps de l'année, des fois, ce n'est pas un client, mais tu vois quelque chose passer. Alors, dans les plans de maison ici, je me suis dit, parfait, plan de montage. Mathématiques, la mesure. Alors, une fois que le plan de montage est monté, on peut demander à l'élève de mesurer le périmètre, l'air de différentes salles. En art plastique, les élèves ont dû travailler ensemble pour choisir des couleurs, pour dégager une certaine émotion. Certaines couleurs font appel à certaines personnes. Par exemple, ça doit aussi être esthétiquement attrayant. En sciences, on a le fameux processus de design, fait que du début à la fin, de pouvoir suivre un plan, de le monter. Et la construction, les plans de maison étaient plutôt un peu difficiles à agencer, mais c'est là où on a travaillé beaucoup les HH à l'élève, la persévérance, de continuer, d'aller chercher de l'aide, de poursuivre. Et plusieurs maisons manquaient certains morceaux ou certains morceaux brisaient. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ne peut pas abandonner. Une fois que les maisons ont été construites, les élèves ont décidé de pouvoir les offrir en cadeau aux classes maternelle-jardin, première et deuxième année, parce qu'eux autres, ils ont des centres ou qui peuvent les utiliser pour jouer à l'intérieur. Donc, ça vient à répondre à un besoin de la communauté, notre communauté école. Donc, ces maisons-là, maintenant, sont utilisées en salle de classe, dans les jeunes classes pour pouvoir jouer. Les petits meubles peuvent être changés de place. Et s'il y a quelque chose qui brise, ils peuvent toujours faire appel à mes élèves pour ensuite aller le réparer. Alors, ça conclut ma présentation aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, mon courriel est disponible. Les ressources, je me suis basée beaucoup sur le Faire croître le succès, Curriculum de l'Ontario, les labos créatifs, ils ont leur propre site Internet pour d'idées projets aussi. Alors, à ce temps ici, je vais revenir sur mon état d'apprentissage. Alors, l'atelier était pour pouvoir comprendre la distinction entre un espace maker et un labo créatif, comprendre la différence entre les deux et comprendre c'est quoi, entre autres, pour ensuite pouvoir planifier un projet entrepreneurial. Alors, comment est-ce que je planifie un projet dans lequel ça va toucher plusieurs curriculums, inspirés des intérêts des élèves à partir de co-construction de critères. Alors, j'espère que ça a répondu à mon résultat d'apprentissage. S'il n'y a pas de questions, je vais vous inviter d'aller remplir votre formulaire de rétroaction qui est très apprécié. Alors, moi, je vais prendre la parole. Je t'invite à mettre le formulaire dans la boîte de clavardage, Martine. Oui. Et puis, pendant que tu fais ça, moi, je dis un grand merci
Un grand merci pour cette présentation, Martine, parce que j'ai eu la chance d'aller zioter justement le labo créatif. Et puis, ce qui m'avait frappé lors de ma visite, c'est que les élèves étaient vraiment, vraiment concentrés puis au travail, puis il se passait 12 milliards de choses. Puis tu étais capable de sentir l'apprentissage. Et ça, c'est la plus belle chose, je trouve, qu'on peut remarquer lorsqu'on arrive en salle de classe ou dans le cas présent au labo créatif. Et puis, je sais que tu travailles très fort là-dedans, fait que je veux te remercier. Je veux te remercier aussi pour la présentation aujourd'hui parce que c'était très clair, c'était bien fait, c'était facile à suivre et puis te donner plein d'idées. Puis je pense qu'on est prêt maintenant, là, en tout cas, à envisager cette démarche ou en tout cas ce local ou cet espace dans nos écoles, dans notre salle de classe. Alors moi, je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, je reviens avec une dernière question. OK.